Bien, bonjour à tous. Ce tuto aujourd'hui pour présenter un modèle élémentaire macroéconomique de base, le modèle ISLM. Alors c'est un modèle qui a été créé en 1937, un an après la publication de la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, écrit par John Maynard Keynes. Et les deux auteurs, Hicks et Hansen, ont fait une présentation simplifiée, de ce qu'ils estimaient simplifiée du moins, de cette théorie générale. Keynes lui-même aurait regardé ce modèle. Bon, il a trouvé qu'il y avait des petits détails de ci, de là, mais que globalement, il était assez d'accord avec cette présentation. Il faut dire que Keynes n'a pas écrit une seule équation dans sa théorie générale. C'était quelqu'un brillant en mathématiques, mais il n'a pas eu besoin des mathématiques pour écrire son ouvrage majeur. Et donc ce modèle, le modèle ISLM dont je vais parler aujourd'hui, est un modèle typiquement keynésien. Alors qu'est-ce que ça signifie un modèle keynésien? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des grands axes, j'en vois au moins trois, qui est important d'avoir en tête. Premièrement, c'est un modèle macroéconomique. Keynes est l'inventeur de la macroéconomie, c'est-à-dire qu'il a eu une représentation de l'économie représentée comme étant un tout. Et ce ne sont pas des marchés qui s'enchaînent aux autres avec des mécanismes autorégulateurs, comme le faisaient les prédécesseurs, mais c'est plutôt des fonctions macroéconomiques qui s'enchaînent aux fonctions macroéconomiques, ce qu'on appelle des agrégats. De ce point de vue-là, la pensée keynésienne, avec les agrégats, est un des fondements de la comptabilité nationale. Donc c'est un modèle macroéconomique. Deuxième hypothèse du modèle ISLM qui découle de la vision keynésienne de l'économie, c'est un modèle de court terme. Alors ça veut dire quoi un modèle de court terme? C'est l'horizon temporel de John Maynard Keynes. À long terme, nous sommes tous morts, donc il a proposé une représentation à court terme de l'économie, contrairement à ses prédécesseurs. Et ce qui implique de cette hypothèse, c'est ça qui est important à connaître, c'est que dans le court terme, les prix sont rigides. Alors la rigidité des prix, c'est extrêmement important parce que précisément, c'est ce qui va empêcher des mécanismes autorégulateurs. Chez les économistes classiques, on a systématiquement de l'autorégulation qui passe par la flexibilité des prix. Troisième hypothèse, et non des moindres, chez Keynes, c'est la fin de l'approche dichotomique, ou pour le dire autrement, l'économie est fondamentalement monétaire. Là où les économistes classiques et néoclassiques, alors c'est pas vrai des néoclassiques, enfin en tout cas les classiques, c'est pas vrai de tous les néoclassiques, plus exactement, pensaient que la monnaie était neutre, c'était un voile, c'est juste un intermédiaire pour faciliter les échanges. Keynes estime au contraire que il existe une demande de monnaie. Alors évidemment, il y a une opposition énorme entre un économiste comme Jean-Baptiste Say, pour lequel les produits s'échangent contre des produits, c'est-à-dire que quand on vend un produit ou un service, on a de la monnaie, mais on n'a pas du tout intérêt à garder de la monnaie. Si on veut de la monnaie, c'est pour avoir d'autres produits, ce qui fait que par transitivité, les produits s'échangent contre les produits. Eh bien, Keynes n'est pas d'accord avec cette représentation, surtout à court terme, comme Malthus l'avait déjà pressenti, et donc en économiste classique en l'occurrence, et donc l'économie est fondamentalement monétaire, donc fin de l'approche dichotomique. Donc avec ces trois hypothèses, je pourrais rajouter une quatrième hypothèse, on est plutôt en économie fermée. C'est un modèle qui a été créé dans les années 30, on est dans le sillage de la crise de 29, le commerce international s'effondre, on est plutôt dans une représentation, il y a un recentrage des égoïsmes sacrés des économies qui se replient sur elles-mêmes, qui prépare la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, on est dans une économie plutôt fermée. Voilà. Sous ces quatre hypothèses, je vais maintenant tenter d'expliquer ce qu'est le modèle ISLM, un modèle keynésien donc. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Bien, nous allons commencer par une présentation, un schéma d'ensemble de ce modèle. Donc l'idée générale, c'est que on doit avoir simultanément l'équilibre sur le marché des biens et des services, symbolisé par ces deux lettres, B et S, et d'autre part, l'équilibre sur le marché de la monnaie. Et donc l'idée, c'est que le premier marché, le marché des biens et des services, va donner naissance à une courbe, on va la préciser plus loin, Investment Saving, IS, et l'équilibre sur le marché de la monnaie, Liquidity, monnaie, qui va être l'équilibre sur le marché monétaire. Et
la conjonction de ces deux courbes, dont on pressent déjà qu'il va y avoir une intersection qui va donner un équilibre simultané, va nous donner le modèle ISLM. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans un premier temps. On verra d'abord l'équilibre sur le marché des biens et des services et d'autre part le marché de la monnaie. Je vais un petit peu plus loin tout de suite pour préciser un peu quel est l'enjeu de ce modèle. Le modèle ISLM, en réalité, c'est une théorie de la demande agrégée. Et on le verra par la suite, Keynes, c'est un théoricien de la demande agrégée. Pour lui, la crise de 1929 était un choc de demande. Et donc cette demande agrégée, mise en relation avec une théorie de l'offre agrégée, que nous verrons par la suite, va nous proposer le modèle de l'offre et de la demande agrégée. Et c'est ce modèle qui permet d'expliquer l'explication des fluctuations économiques de court terme. Il y a donc un enjeu extrêmement important à connaître le modèle ISLM. Bien, pour construire la courbe IS, on va avoir besoin de plusieurs éléments, et donc d'abord l'équilibre sur le marché des biens et des services. Dans la littérature, on trouve ça l'équilibre keynésien ou le diagramme à 45 degrés. Je précise ici que je vais suivre la présentation que fait Gregory Mankiw dans son ouvrage de macroéconomie. C'est un ouvrage universitaire, programme de 2e année, 3e année, master de macroéconomie. Et donc je m'inspire ici directement de sa présentation. Donc le point de départ ici, c'est un équilibre comptable. Le Y, qui signifie le PIB, est identiquement égal, vous ne noterez pas le signe égal, on voit bien qu'il y a 3 barres ici, qui est égal à C pour la consommation, c'est pas la consommation d'un individu, c'est l'agrégat, c'est la consommation agrégée, plus l'investissement, ici, plus les dépenses gouvernementales. Que nous dit cette équation? Elle nous dit quelque chose d'assez simple, d'assez intuitif. Sur l'axe des abscisses, tout ce qui est produit, Y, va donner naissance à un niveau de revenu, et ce niveau de revenu va fatalement être soit consommé par des consommateurs, soit sera dépensé par des entreprises, un investissement, soit dépensé par des administrations publiques, c'est-à-dire le gouvernement, l'État, des dépenses publiques. Et donc, ça signifie que si par exemple, là où il y a ma souris, on arrive à produire pour 20 000 euros, et que ces 20 000 euros seront intégralement dépensés sous la forme de consommation ou d'investissement ou de dépenses gouvernementales, eh bien j'aurai 20 000 euros de dépenses de ces 3 types d'agents économiques. On voit bien que ici, par construction, on a une bisectrice à 45 degrés qui décrit un équilibre économique dans le sens où tout ce qui a été fabriqué a donné naissance à un revenu, et ce revenu sera fatalement dépensé par ces 3 agents institutionnels, des consommateurs, des entreprises ou la dépense gouvernementale. C'est une sorte de tautologie, c'est un équilibre comptable. Je vous renvoie à mon tuto sur l'équilibre emploi-ressources pour voir comment, dans le détail, on peut arriver à cet équilibre en économie fermée, mais ça n'est pas une théorie économique, c'est tout simplement une représentation macroéconomique dans laquelle une sorte d'approche comptable ex post qui est tautologique, qui est donc forcément vraie. Bon, alors ça c'est le premier point. Et le second point, c'est précisément ce que dit Keynes. Keynes dit, en substance, que c'est ce que vont dépenser les agents économiques qui va déterminer le niveau de croissance économique d'un pays. Ce que vont dépenser les consommateurs, ce que vont dépenser les entreprises sous forme d'investissement, ce que va dépenser le gouvernement, c'est ça qui va créer le niveau de l'activité économique. Et lui, dans le contexte dans lequel on était, celui de la crise de 1929, c'est tout simplement que les agents économiques ne dépensaient pas assez. Évidemment, se pose tout de suite la question, si Keynes a raison, de quoi dépend la dépense prévue? Je garde ici l'appellation du bouquin de Gregory Mankiw. Qu'est-ce que la dépense prévue? La dépense escomptée. Donc là, on a vu tout à l'heure l'équilibre comptable. De quoi va dépendre la consommation, l'investissement, la consommation ici, l'investissement et les dépenses du gouvernement. Alors là, on a une théorie très très simple de la consommation. De quoi dépend la consommation? Et là maintenant, c'est plus de la comptabilité, c'est de la théorie. De quoi dépend la consommation? Eh bien, Keynes dit, c'est ce qu'il appelle la loi psychologique fondamentale, la consommation va dépendre
du revenu disponible. Y, ça va être le revenu, comme on l'a vu tout à l'heure, ce qui va être distribué par les entreprises, moins T, les taxes. Et donc, si je retire les taxes, il va y avoir un revenu disponible, et ce que dit Keynes, c'est que la consommation va dépendre d'une petite variable, une petite constante, là que j'ai mis en rouge, qu'il appelle la propension marginale à consommer, qui est fatalement compris entre 0 et 1. Alors mettons qu'elle soit à 0,8, ça signifie que si vous gagnez 1 euro de plus, vous allez dépenser 80 centimes et pas 1 euro. Donc ça veut dire qu'il y a 20 centimes qui vont sortir du circuit économique. Donc ça, c'est sa consommation. Et puis, pour faire simple, on va tout simplement imaginer, on va relaxer ces hypothèses un peu plus tard, que l'investissement, ici, là, que la dépense gouvernementale et que les taxes, tout ça, c'est des constantes à court terme. Ce qui nous permet de réécrire que la dépense prévue, ce qu'ont prévu de dépenser les agents économiques, eh bien ça peut s'écrire de cette façon-là. Ça va être ma consommation, plus l'investissement, qui est ici une constante, plus la dépense gouvernementale. Et donc avec ces hypothèses, ces trois hypothèses qu'on a fait ici, on peut donc dire que la dépense prévue, elle est fonction de Y. Et comme cette fonction de dépense prévue, elle est fonction du revenu, donc de Y, on peut la représenter de cette manière-là. Donc là, ici, sur l'axe des abscisses, j'ai mon revenu. Là-haut, j'ai ma dépense prévue. On se rappelle de l'équation, on vient de le voir. Hein. Ça, c'est ma propension marginale à consommer, qui est fonction du revenu disponible, dont, je rappelle, les taxes, c'est une constante, l'investissement est une constante, les dépenses gouvernementales sont des constantes pour l'instant. Et donc, si je peux représenter géométriquement cette dépense prévue, ce que vont effectivement dépenser les agents économiques, eh bien je vois que j'ai une droite avec un coefficient directeur. On se souvient que la propension marginale à consommer est comprise entre 0 et 1, et donc j'ai cette représentation géométrique. Et l'économie est à l'équilibre quand tout ce qui a été produit va trouver des débouchés. C'est-à-dire quand la production effective, l'offre, sera égale à la dépense prévue qui correspond ici à la demande. Donc là, l'offre, on l'a vu, c'est tout ce qui a été fabriqué par les entreprises, Y, la dépense prévue, on vient de le voir, hein, notamment avec cette petite lettre, le petit c, la propension marginale à consommer, hein, qui est une constante. Alors c'est une constante qui peut bouger, alors vous allez me dire que c'est une variable. Je ne vais pas m'étendre sur le rôle de petit c, c'est très très important. Souvent dans les exercices, on considère que c'est une constante. C'est pas la variable principale, mais de cette constante dépend beaucoup de choses, comme on le verra. Donc ici, cette dépense prévue, elle est comme ça. Donc ici, je retrouve ma bissectrice à 45 degrés. Donc là, on a compris ce que c'était, ce que j'ai appelé le diagramme à 45 degrés. Donc tout niveau de production a donné un revenu qui sera intégralement dépensé par les trois types d'agents économiques. Mais la dépense prévue, elle, dépendant de la propension marginale à consommer et du revenu disponible, nous donne cette courbe bleue. Donc là, je superpose les deux graphiques vus précédemment. Et on constate qu'il y a un seul point d'équilibre ici, où effectivement, la dépense prévue va être effectivement égale à ce qu'ont produit les entreprises. Et donc on a un seul point d'équilibre. Alors je vais faire quelques remarques sur ce point d'équilibre. C'est que, alors dans certains manuels, avant de faire les remarques au préalable, dans certains manuels, on représente ici en noir l'offre et ici en bleu la demande. Alors c'est de la macroéconomie, hein, c'est pas les courbes d'offres agrégées, demande agrégée ou en microéconomie, c'est pas pareil, mais bon, il y a un peu de ça dans cette représentation. Donc ici, on a cette partie-là, et donc là, on voit bien que tout ce qu'ont produit les entreprises trouvera à s'écouler. Le problème, c'est que rien ne prouve que ce niveau de production mis en place dans l'économie corresponde au revenu de plein emploi. C'est un autre problème, ça fait partie de l'analyse du marché du travail chez Keynes. C'est pas l'objet de ce tuto ici de l'évoquer. Mais tout ce qu'on sait ici, c'est que là, je peux avoir un équilibre sur le marché des biens et des services, mais pas forcément un équilibre sur le marché de la monnaie, ni un équilibre sur le marché de l'emploi. Il peut y avoir du chômage ici. Alors précisément, que se passe-t-il quand on arrive à un niveau, là on a le revenu d'équilibre, et qu'on a un niveau de revenu qui est plus grand? Comment est-ce que l'économie arrive à l'équilibre avec cette représentation? Comme les prix sont rigides, ça faisait partie des hypothèses que j'ai précédemment mentionnées, eh bien ce sont les quantités qui vont s'ajuster. Donc là, on peut regarder ça sur un schéma. Là, on a le revenu d'équilibre qui est ici.
Que se passe-t-il si l'économie a produit Y1? Donc là on voit qu'en Y1, qu'est-ce qui se passe? On voit que la dépense prévue, ici, elle est plus basse que ce qu'ont offert les entreprises. Donc c'est-à-dire que les entreprises ont trop produit par rapport à ce que la demande voulait. Conséquence, il va y avoir une augmentation des stocks. Et l'augmentation des stocks, quand on a beaucoup de stocks, les entreprises vont produire un peu moins. Et on voit ici que l'ajustement, l'excès de production qu'on a ici en Y1 va se faire par la diminution des stocks, par l'augmentation des stocks, par la diminution des stocks et donc la réduction de la production, pas la peine de produire si on a beaucoup de stocks, qui va nous ramener à l'équilibre. Donc c'est un ajustement par les quantités. Et d'autre part, si on est ici, c'est le raisonnement inverse, ici l'économie n'a pas assez produit, on le voit bien, on a produit à ce niveau-là de la dépense prévue, sauf que la dépense prévue est supérieure. Donc là ici, ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir une baisse non prévue des stocks, c'est-à-dire une hausse de Y, il va falloir augmenter la production, les stocks ne sont pas assez importants. Donc on voit que ce n'est pas un ajustement par les prix, c'est donc un ajustement par les quantités. Donc maintenant, on peut arriver à la construction de IS, enfin. Alors, tout à l'heure, on a dit que l'investissement était une constante quand on a examiné la dépense prévue. En réalité, Keynes nous dit que l'investissement dépend d'une comparaison entre le taux d'intérêt et l'efficacité marginale du capital, c'est-à-dire la rentabilité actualisée des investissements. Alors on ne va pas entrer dans le détail, on va simplement admettre tout simplement que en réalité, l'investissement est une fonction décroissante du taux d'intérêt. C'est ce que est représenté sur ce graphique. On voit que quand le taux d'intérêt est assez élevé ici, on voit qu'on a un investissement qui est plutôt faible, et donc ça peut s'expliquer très bien, tout simplement parce que le coût de l'endettement est plus important, donc l'investissement va être plus faible, et que quand les taux d'intérêt sont bas, ici par exemple, on a une quantité d'investissement qui est plus importante. Donc on peut admettre que l'investissement est une fonction décroissante du taux d'intérêt. Ce qui nous permet de réécrire un petit peu enfin cet équilibre ISLM, l'équilibre sur le marché des biens et des services. Et IS, la courbe que l'on va tracer, représente cet équilibre. On verra un peu plus loin dans un autre tuto que la courbe IS représente aussi le marché des fonds prêtables. Donc je pars de mon équilibre comptable. Tout exercice de macroéconomie on compare toujours de cette fameuse identité, Y identiquement égale à C plus I plus G, j'en ai parlé tout à l'heure en introduction. Et on va faire des hypothèses sur des composantes. Donc ça c'est de la comptabilité, ça c'est ma demande. Et on va faire mon équilibre comptable et on va faire des hypothèses sur les éléments de la demande. La consommation, on l'a vu, dépend du revenu disponible, le revenu moins les taxes, mon revenu disponible, multiplié par ma propension marginale à consommer, mon petit CIC. Ici, mon investissement, je viens de le dire, est une fonction décroissante du taux d'intérêt. On va faire l'hypothèse que les dépenses gouvernementales à court terme, elles sont données. Et on va faire l'hypothèse que les taxes à court terme sont données. Et du côté de l'offre, par là, l'offre est une fonction du stock de capital et du travail. Et à court terme, eh bien le stock de capital, d'où l'intérêt de la barre ici, enfin d'où ce que représente la barre, c'est une constante, et la quantité de travail également. Donc à court terme, on peut dire que les quantités offertes sont données. Et donc ça me permet de passer de mon équilibre comptable qui est ici, à un équilibre économique qu'on peut écrire de la manière suivante. Y donné à court terme dépend de ma propension marginale à consommer et donc de mon revenu disponible, plus de l'investissement facteur de R, plus G qui est donné. Et il apparaît dans cette équation que le taux d'intérêt est la seule variable non déterminée. Donc ce qui signifie toute cette approche pour justifier que l'équilibre du marché des biens et des services dépend principalement du taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt est trop grand, ici, si ce taux d'intérêt est trop grand, on vient de le voir, ça signifie que l'investissement va être faible. L'investissement, c'est une des composantes de la demande. Si l'investissement est faible, ça signifie que la demande globale, elle va diminuer. On va donc avoir une demande globale, le D ici, qui sera plus petit que l'offre globale. A l'inverse, si le taux d'intérêt est trop petit, un taux d'intérêt très très bas, ça signifie que l'investissement va être très important, et donc s'il est très important, on va avoir une demande cette fois-ci, puisque l'investissement est une des composantes de la demande globale, et donc la demande va être supérieure à l'offre.
il apparaît que c'est le taux d'intérêt petit r, qui équilibre l'offre et la demande de biens et de services. Avec cette information, on va pouvoir maintenant enfin construire IS avec 4 cadrans. Je représente John Richard Hicks, prix Nobel en 72, qui a participé avec Alvin Hansen ici à ce modèle. Et donc, tout d'abord, ma fonction d'investissement qu'on met dans le cadran en bas à gauche, dans cette fonction d'investissement, on l'a vu, l'investissement est décroissant du taux d'intérêt. Dans le même temps, on avait commencé par là, l'équilibre keynésien se fait à la jonction entre l'offre, la courbe en noir, et la demande, la courbe en bleu, dont on a précisé précédemment déjà les modalités. Et on voit que cet équilibre keynésien va être déterminé pour un taux d'intérêt donné, ici, pour un taux d'intérêt donné R1. Je vais avoir une certaine quantité d'investissement I1, ce R1 et ce I1, c'est ce qu'il y a ici, ce niveau d'investissement. Et on voit que on voit aussi que pour ce taux d'intérêt, j'ai un certain niveau d'investissement et j'ai mon équilibre sur le marché des biens et des services. Là, sur le point qui est ici. Si mon taux d'intérêt augmente, qui passe de R1 à R2, on voit en première conséquence que ça va diminuer mon niveau d'investissement. Ce niveau d'investissement qui est ici, ça signifie que ma dépense prévue va être plus faible. R2, ici, a diminué mon niveau d'investissement. Si ma dépense prévue diminue et qu'elle passe ici, j'ai un nouveau point d'intersection qui est l'équilibre économique, plus bas. Donc je vais avoir ici un nouveau Y. Et on voit que si je fais les projections orthogonales pour un taux d'intérêt donné, que ce soit R1 ici ou R2 ici, j'obtiens 2 points et je peux les mettre en relation. Je pourrais faire ça avec plusieurs autres points, je n'en prends que 2 pour l'instant. Et je peux faire apparaître mon taux d'intérêt qui est ici et mon revenu qui est ici. Par conséquent, je fais apparaître la courbe IS, et là on comprend bien la lecture de cette courbe. On voit bien, prenons le point qui est ici. Le point qui est ici, j'ai bien d'un côté l'équilibre sur le marché des biens et des services pour un taux d'intérêt donné. Le point qui est ici, j'ai bien l'équilibre sur le marché des biens et des services, ici, pour un taux d'intérêt donné. C'est vrai pour ces 2 points, c'est vrai pour la totalité de ces points. La courbe IS représente tous les couples taux d'intérêt, équilibre sur le marché des biens et des services qui sont compatibles. Ou pour le dire autrement, en chacun des points de cette courbe, il y a équilibre sur le marché des biens et des services pour un taux d'intérêt donné. Donc, dans IS, le taux d'intérêt, c'est la variable exogène. Il convient maintenant d'aborder le marché de la monnaie et la courbe LM, Liquidity Money. Bon. Alors chez Keynes, il y a une hypothèse quand même qui est très très importante, je l'ai évoqué, c'est qu'il y a une préférence pour la liquidité. Il existe une demande de monnaie. Alors je m'arrête un instant pour préciser ce qu'on appelle la demande de monnaie. Les étudiants confondent souvent la demande de monnaie et la demande de revenus, deux choses différentes. La demande de revenus, c'est gagner de l'argent par son travail. La demande de monnaie, c'est la quantité de monnaie que je vais garder en stock, que je vais thésauriser sur mon revenu. Autrement dit, la demande de monnaie, c'est donc un stock. C'est pas un flux. Le revenu, c'est un flux. La demande de monnaie, c'est un stock. On comprend bien que c'est un enjeu qui est extrêmement important. Si les agents économiques travaillent, qu'ils ont un revenu, s'ils dépensent la totalité de leur revenu, tout ce qui a été offert trouvera des débouchés parce que les agents économiques vont dépenser leur argent. Mais s'ils demandent une partie de la monnaie qu'ils vont garder sous forme d'un stock qu'ils vont thésauriser, cet argent-là ne sera pas réinjecté et ça peut entraîner des déséquilibres. Et donc il y a un enjeu extrêmement important derrière cette demande de monnaie. Pour les économistes classiques, cette demande de monnaie, elle était nulle, ou à court terme, elle pouvait exister un petit peu, mais vite gagné, vite dépensé, car à quoi sert l'argent sinon à acheter d'autres produits? Donc, cette hypothèse keynésienne, selon laquelle l'économie est monétaire et qu'il existe, je le répète, une préférence pour la liquidité, c'est une hypothèse chez Keynes qui est très importante et que Hicks et Hansen ont naturellement intégré dans leur modèle keynésien, le modèle ISLM dont on est en train de parler.
Alors, pour quelle raison est-ce que on détient de la monnaie? Pourquoi est-ce que les agents économiques veulent détenir une quantité de liquidité? Keynes évoque trois motifs, et X et Hansen reprennent ces trois motifs. Il y a le motif de précaution et le motif de transaction. Alors le motif de précaution et de transaction, ils sont simples, ils apparaissent ici. De précaution, je commence par le plus simple. Quand il y a une petite incertitude sur l'avenir, c'est rassurant d'avoir un peu de liquidité chez soi. C'est une petite assurance, voilà, une petite assurance de liquidité pour pouvoir faire des courses quand on n'a plus de revenus. Et le motif de transaction, là c'est très très simple, tout simplement pour aller faire ses courses. Dans une économie monétaire, on n'est pas dans une économie de troc. On a besoin d'une certaine quantité de monnaie pour tout simplement faire ses courses. Alors certains vont me dire, ouais mais je paye avec ma carte bleue, qu'importe. La quantité de monnaie, la liquidité, c'est ce qu'on a sur son compte courant ou ce qu'on a dans ses poches, dans son portefeuille, en liquidité chez soi. Mais bon, cette quantité de monnaie, elle est très liquide et donc elle ne rapporte rien. C'est un élément du patrimoine, mais simplement, elle ne rapporte rien et même elle a un coût d'opportunité qui n'est pas nul. Et ces deux premiers motifs, je dois dire que là, Keynes n'est pas tellement novateur. Les économistes qui ont précédé Keynes avaient naturellement évoqué cette éventualité. Ça semble assez logique. Et de quoi ça va dépendre? M1, monnaie, la première raison, transaction et précaution, ça dépend du revenu. Et c'est une fonction qui est croissante du revenu. Sur ce graphique, on voit, plus le revenu augmente, plus la quantité de liquidité que l'on détient, le stock de monnaie que l'on détient chez soi, liquide, va être important. J'imagine que Bill Gates, un des hommes les plus riches du monde, a plus de liquidité que moi. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il est plus riche. C'est aussi simple que ça. Là, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. C'est pas tellement compliqué à comprendre. Là où Keynes va innover un petit peu plus, c'est qu'il y a une troisième raison pour laquelle les agents économiques détiennent de la monnaie, c'est pour le motif de spéculation. Et le motif de spéculation, alors je vais faire la présentation la plus simple, il y a des présentations plus complexes. L'idée générale, c'est que si les taux d'intérêt sont très 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 élevés, sur ce graphique ici, on peut placer un maximum d'argent, donc on va le placer parce que ça nous rapporte, les taux d'intérêt sont élevés, et le fait de placer son argent, c'est de l'argent qui n'est plus liquide, on n'a plus de liquidité. Donc on voit bien que ici, quand les taux d'intérêt sont très élevés, M2, la demande de monnaie pour le motif de spéculation, elle est nulle. Et à l'inverse, plus les taux d'intérêt diminuent, plus la quantité de monnaie que l'on détient pour le motif de spéculation, elle est grande. Et il y a même un point que Keynes situait à environ 2%, dans lequel la demande de monnaie pour le motif de spéculation, elle tend vers l'infini, c'est ce qu'on appelle la trappe à liquidité. Donc c'est assez logique, quand les taux d'intérêt sont tellement bas, ça ne sert à rien de placer son argent, je préfère garder l'argent vers moi, et donc ma demande de monnaie pour le motif de spéculation s'additionne au motif de transaction et au motif de précaution, mais à l'inverse, quand les taux d'intérêt sont très 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 élevés, je n'ai plus qu'une demande de monnaie pour le motif de transaction, peut-être même pas de précaution d'ailleurs, et donc ma demande de monnaie est très très faible. Donc au total, la théorie de la préférence pour la liquidité nous dit qu'on a une demande de monnaie, c'est l'objet du petit d ici, M pour monnaie, la demande de monnaie est égale à la fonction M1 qui dépend du motif de transaction et de précaution, qui est une fonction croissante du revenu, plus M2, le motif de spéculation, qui lui est une fonction décroissante du taux d'intérêt. Et on va raisonner sur une demande de monnaie réelle. C'est pas ce que fait Keynes, mais c'est ce que font X et Hansen. Et donc, ils estiment que ce qui compte, ce n'est pas la quantité de monnaie que l'on détient, c'est le pouvoir d'achat de cette monnaie. On va donc diviser cette quantité de monnaie par le niveau général des prix. Alors, il est simple, imaginons que M soit à 10 € et qu'il n'y ait qu'un seul bien qui coûte 1 €, je peux acheter 10 biens avec cette quantité de monnaie. Donc on raisonne ici non pas sur une valeur nominale, mais sur une quantité de biens que l'on peut acheter. Le pouvoir d'achat de la quantité de monnaie que l'on a. Exactement, c'est le pouvoir d'achat de la demande de monnaie. Et ce pouvoir d'achat de la demande de monnaie, on appelle ça la demande d'encaisse réelle, est égal, c'est une fonction de
L pour liquidity, dépendent de deux variables, on l'a vu, le taux d'intérêt, motif de spéculation, et du revenu, motif de transaction et de précaution. Alors géométriquement, comment on peut représenter ça? Donc là, je représente ma demande d'encaisse réelle, comme je viens de le préciser. Ici, j'ai mon taux d'intérêt, et donc j'ai une fonction décroissante du taux d'intérêt. Pour un revenu donné, j'insiste, pour un revenu donné, ma demande de monnaie est décroissante du taux d'intérêt. Et en face de cette demande de monnaie, il y a une offre de monnaie réelle, ici en noir, qui est indépendante du taux d'intérêt, qui est exogène, qui dépend des autorités monétaires et qui est indépendante du taux d'intérêt. Et la confrontation entre cette offre de monnaie et cette demande de monnaie va donner le taux d'intérêt d'équilibre. Du coup, ça nous permet maintenant d'arriver enfin à la courbe LM. La courbe LM, j'ai besoin de ce que je viens de voir ici sur le marché de la monnaie. On raisonne pour un revenu donné, Y1 donné, j'ai une certaine demande de monnaie qui est décroissante du taux d'intérêt. En face de cette demande de monnaie, j'ai une offre de monnaie qui, elle, est inélastique du taux d'intérêt. Et ça me donne un certain taux d'intérêt d'équilibre, R1. Pour le Y1 qui est ici, c'est le même Y1 qui est ici, qui provoque une certaine demande de monnaie. Imaginons maintenant que le revenu augmente, que Y1 ici augmente, que le Y1 augmente à Y2. Une augmentation du revenu va entraîner une demande de monnaie pour le motif, au moins le motif de transaction. L'augmentation de la demande de monnaie, je passe de Y1 à Y2, je passe de Y1 à Y2 dans un instant ici, augmente les taux d'intérêt qui passent de R1 à R2. L'augmentation du taux d'intérêt, et voilà mon Y2 qui a augmenté. Et bien en fait, ce qui se passe, c'est que la courbe LM synthétise ces variations. Alors j'insiste un peu sur ce qui vient de se passer avec LM. Quand on a fait IS tout à l'heure, c'est la variation du taux d'intérêt qui nous a permis de construire IS. Quand on construit LM, la variable exogène, cette fois-ci, c'est plus le taux d'intérêt, c'est le revenu. On a raisonné pour un revenu donné. Si le revenu augmente, en passant de Y1 à Y2, alors la demande de monnaie pour le motif de transaction va augmenter. On passe de Y1 à Y2 sur le marché de la monnaie. Et pour une offre de monnaie inchangée, le taux d'intérêt va augmenter. Et c'est exactement ce que synthétisent ces variations de LM. Vous noterez que là, en chacun des points de la courbe LM, j'ai bien l'équilibre sur le marché de la monnaie pour un taux d'intérêt, pour un revenu donné. Donc là, ici, j'ai mon courbe. L'équilibre à court terme, eh bien c'est très simple. À court terme, j'ai IS qui synthétise, on l'a vu, l'équilibre sur le marché des biens et des services. LM qui synthétise l'équilibre sur le marché de la monnaie. Lorsqu'il y a le point d'intersection entre ces deux courbes, j'ai l'équilibre simultanément, d'une part du marché de la monnaie et d'autre part du marché des biens et des services. Le problème étant que cet équilibre peut être compatible avec un équilibre de sous-emploi. Voilà le modèle ISLM. Il conviendra de jouer avec, ça sera l'objet d'autres tutos, mais là on a présenté de manière simple, difficile de faire plus court quand on veut être clair, pour faire une vidéo sur le modèle ISLM. Bon, eh bien, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, que ça a été clair, vous avez compris le fonctionnement de la construction de cette logique. Alors pour ceux qui en dissertation veulent utiliser ce mélange les pinceaux, et des fois ça arrive, il y a un petit truc mnémotechnique, LM, elle monte, LM, IS, elle glisse, décroissante du taux d'intérêt, croissante du taux d'intérêt. C'est un truc pour s'en rappeler. Bon, bref, en tout cas, il suffit maintenant qu'on a vu la logique de construction. Ce qui est intéressant dans un modèle, c'est de jouer avec. Hein, c'est un peu comme une paire de lunettes. Une paire de lunettes, on peut passer son temps à regarder, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de l'utiliser pour voir à travers. Et qu'est-ce que le modèle ISLM nous permet de comprendre des politiques économiques? Ben, c'est ce qu'on verra dans un prochain tuto. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long, pas trop ennuyeux. Difficile d'être hyper fun avec un modèle macroéconomique comme celui-là. J'ai essayé, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé comment je pouvais être rigolo. Si vous avez des idées, n'hésitez pas.
Voilà, à bientôt et bon courage pour vos révisions.